On a sûrement tous vu passer ces images en ligne, des jeunes qui courent et sautent des obstacles avec un cheval bâton. Honnêtement, au premier abord, ça a l'air un peu bizarre, non? Mais croyez-moi, derrière le mème se cache une histoire vraiment surprenante et un véritable phénomène sportif. Et c'est la grande question qui va nous guider. Est-ce qu'on parle d'un simple passe-temps d'enfant ou bien d'une discipline athlétique à part entière? Eh bien, la réponse est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. Alors, regardons de plus près, voilà à quoi ça ressemble, en pleine action. On voit tout de suite l'engagement physique, la concentration. Franchement, on est loin de la simple course dans le jardin du voisin. Et c'est tout à fait normal d'être un peu perplexe. Cette réaction d'un utilisateur de Reddit, elle résume parfaitement ce que beaucoup de gens ressentent en découvrant cette pratique. Un mélange de confusion et, soyons honnêtes, un peu de moquerie. C'est une réaction super courante. Allez, on va essayer d'aller au-delà de cette première impression. On va décortiquer ensemble ce phénomène pour comprendre ce qu'est vraiment le hobbyhorsing. Bon, pour commencer, une petite définition claire. Le hobbyhorsing, c'est la reproduction des disciplines équestres, mais sans le cheval. Tout le travail athlétique, en fait, il repose entièrement sur la personne, ou plutôt sur la cavalière, comme on les appelle. Et c'est là que ça devient fascinant. L'évolution. Comment est-ce qu'on a bien pu passer d'un jouet vieux de plusieurs siècles à un sport de compétition internationale? Cette frise, elle résume bien le parcours. Imaginez, pendant des siècles, c'est juste un jouet. Et puis à la fin des années 2000, en Finlande, des jeunes filles passionnées d'équitation se le réapproprient. Elles inventent des règles et bim, elles créent une véritable discipline. Et c'est le documentaire de 2017 qui a fait exploser le phénomène dans le monde entier. Passons aux choses sérieuses, les règles. Comment ça fonctionne concrètement? Parce que oui, il y a des règles, il y a des juges, et il y a des disciplines bien distinctes. Les deux disciplines reines sont directement piquées à l'équitation classique. D'un côté, le dressage, qui est une sorte de chorégraphie très technique, demandant souplesse et endurance. De l'autre, le saut d'obstacle, une épreuve de pure puissance et d'agilité qui est vraiment impressionnante à voir. Cette comparaison, elle est super parlante. Regardez la posture, la concentration, l'engagement de tout le corps. La similarité dans l'effort et la technique est juste frappante, même si l'un est sur un animal et l'autre est à pied. Ce tableau, il décompose vraiment bien les exigences athlétiques. On parle d'endurance, de coordination, de précision, de discipline. Le point crucial à comprendre, c'est que dans le hobbyhorsing, tout le poids de l'effort physique repose à 100% sur l'athlète. C'est un sport qui est extrêmement complet et exigeant. Et pour vous donner une petite idée du niveau athlétique, voilà le record non officiel de saut en hauteur, qui a été établi par une adolescente finlandaise à 1,41 m. C'est plus haut que pas mal de barrières en athlétisme. C'est une performance physique juste remarquable. Mais le hobbyhorsing, ce n'est pas seulement un sport, c'est aussi et surtout une communauté hyper soudée. Et la France n'est pas en reste, loin de là, avec une scène qui se développe à toute vitesse. L'esprit de la discipline, il pourrait se résumer en 3 mots. Sport, plaisir, communauté. Il y a la compétition, bien sûr, mais il y a aussi la joie personnelle de la pratique et par-dessus tout, la force d'une communauté soudée et vraiment bienveillante. C'est cet équilibre qui définit le hobbyhorsing. Cette image, elle capture parfaitement cette ambiance. On y voit l'entraide, le partage, cette passion commune qui anime tout le monde. On est vraiment loin d'une compétition acharnée. C'est avant tout le plaisir d'être ensemble et de pratiquer qui compte. Alors, revenons à notre question de départ. Pourquoi est-ce que cette activité provoque des réactions aussi tranchées entre fascination d'un côté et rejet de l'autre? Encore une fois, cette citation illustre très bien cet étonnement général. Ce sentiment qu'on est face à quelque chose de complètement nouveau, qui sort des sentiers battus et qui peut vraiment nous déconcerter. Pour une explication un peu plus poussée, un article de recherche de la Cage Business School propose un concept intéressant, l'hybridité augmentée. L'idée, c'est que la participante ne fait pas que simuler, elle devient une sorte de créature hybride, mi-humaine, mi-cheval, le tout connecté par le grès, le fameux bâton. Et c'est justement cette fusion qui est si déroutante pour notre cerveau. Ça bouscule complètement nos catégories bien établies, nos préjugés sur ce qu'est un sport, un jeu, ou même sur la frontière entre l'humain et l'animal. C'est cette remise en question qui provoque des réactions aussi fortes. Alors, pour conclure notre analyse, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce phénomène et qu'est-ce qu'il nous dit sur notre époque? Voilà un peu le chemin qu'on a fait ensemble. On est parti d'une image un peu déroutante pour finalement découvrir un sport exigeant, une communauté ultra passionnée et au final un phénomène culturel qui a beaucoup de choses à nous apprendre. En fin de compte, le hobbyhorsing, avec sa créativité débridée, son intensité physique bien réelle et sa dimension sociale très forte, pose une question essentielle. Dans un monde de plus en plus virtuel, quelle place reste-t-il pour le jeu physique, inventif et collectif?
C'est une réflexion qui, je pense, va bien au-delà des simples chevaux bâtons.